Oui, donc, bonjour Julie, Bonjour Stéphanie. ça va? Écoute, impeccable, ça va très bien. Je suis contente d'être avec toi. Moi aussi. Et là, moi, je te parle de Québec et toi, tu es exactement... Alors, je suis à Tours, en France. Ok, super. Est-ce qu'il neige là-bas ou il fait chaud? Alors, il y a des régions en France où il neige, mais ici, alors il fait froid pour nous, mais il neige pas. C'est quoi froid? Bah là, en ce moment, on doit être à zéro à peu près. Oh, Ouais, voilà. Mais nous, on a très froid déjà. non, nous, on est à -15. Ouh là là. Ouais, ouais. Puis on a déjà des mètres de neige. Ah ouais, Donc, ouais. ouais, c'est Mm. c'est une ambiance différente. C'est ça, exactement. Alors, moi, je suis conférencière et consultante en bien-être. Donc, surtout conférencière, j'accompagne les compagnies à développer des stratégies pour augmenter le bien-être de leurs employés Mhm. qui, par le fait même, augmentent leur sentiment d'appartenance, la motivation, la productivité, etc. Et aujourd'hui, j'ai une invitée super spéciale, c'est Julie Souchard. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Ok, ça marche. Bah, en fait, déjà, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans les ressources humaines. Et maintenant, il y a un peu plus de 2 ans, j'ai quitté mon job dans les RH pour me lancer coach, donc coach professionnel. Et donc aujourd'hui, en fait, j'accompagne les femmes RH à prendre confiance en elles, à mieux vivre leurs émotions. Du coup, bah, j'ai pas mal d'hypersensibles qui me contactent. Et puis, bah, j'ai aussi une chaîne YouTube et un podcast qui s'appelle Être une femme RH. Et en fait, chaque semaine, je publie un épisode aussi. Voilà. Super. Puis, tu sais, est-ce que tu pourrais plus nous raconter ton parcours, tu sais, ce qui t'a amené vers cette spécialisation d'accompagnement pour des RH, mais qui sont hyper sensibles? Euh, alors, j'accompagne toutes les femmes RH, hein. Mais il se trouve que finalement, je pense qu'il y a pas mal de femmes RH hypersensibles. Donc, clairement, au début, j'étais voilà, sur les femmes RH. J'accompagne les femmes RH tout simplement par rapport à mon expérience, ce que j'avais pu vivre. Et puis, bon, je suis moi-même hypersensible. Voilà, un détail important. Et puis, bah, je me suis rendu compte, voilà, qu'il y a pas mal de personnes hypersensibles hein, chez les femmes RH et donc pas mal de clientes qui venaient à moi. Donc, j'ai commencé, on va dire, à traiter un peu plus ce sujet-là. Déjà, bah, via justement mes épisodes, hein. Donc, j'ai fait pas mal d'épisodes. J'ai fait aussi quelques conférences aussi sur l'hypersensibilité. J'en ai fait une hier d'ailleurs sur LinkedIn. Et puis, bah, en fait, j'ai eu beaucoup d'échos. En fait, au fur et à mesure, j'ai beaucoup de femmes RH qui sont venues vers moi et qui me disaient, oui, bah, moi aussi, je suis hypersensible, etc. Voilà. Donc, c'est aussi, alors moi, étant hypersensible, quand j'ai créé mon programme, justement, pour les femmes RH, bah, il y avait vraiment toute cette dimension liée au mental, aux émotions, qui est propre notamment aux hypersensibles. On va peut-être y revenir après, mais voilà. Ok, super. Et en termes d'expérience personnelle liée à ton rôle quand tu étais gestionnaire de RH, est-ce qu'il y aurait une situation qui t'a vraiment permis de réaliser, bon, waouh, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour mieux jouer mon rôle de RH, mais en tant que hypersensible? En fait, pour tout te dire, bah, d'ailleurs, ça explique un petit peu mon parcours, comment j'ai quitté les RH. En fait, il y a quelques années, donc à l'époque, j'étais directrice développement RH et bah, j'allais pas bien. J'étais en grand questionnement et j'avais vraiment cette sensation de ne pas savoir qui j'étais. Parce que je m'adaptais beaucoup aux autres, je faisais beaucoup ce qu'on attendait de moi, parce qu'on c'est vrai qu'on a une forte empathie, on a souvent ce côté à vouloir aider, accompagner les autres. Et puis, bah, voilà, je me posais pas ces questions-là, en fait, de savoir ce que j'aimais, ce qui me faisait vibrer, ce qui était important pour moi, voilà. Alors, j'avais conscience que j'étais assez sensible, dans le sens où j'étais assez émotive, mais ça allait pas plus loin que ça, parce que
concrètement, à ce moment-là, j'étais pas, je me connaissais pas bien en fait. Hein. Je n'avais pas du tout fait ce travail. Mais c'est ce qui a, entre guillemets, cette prise de conscience, c'est ce qui a déclenché cette envie un petit peu de m'intéresser au développement personnel, parce que j'avais envie d'évoluer, de prendre confiance en moi aussi, et puis d'en savoir un petit peu plus sur moi. Et en fait, c'est comme ça que j'ai décidé de me former au coaching. Parce que, en fait, dans cette première phase où j'ai lu pas mal de bouquins, j'ai regardé des conférences, écouté des podcasts, c'était super intéressant, mais en même temps, je sentais que j'évoluais pas beaucoup parce que j'étais pas vraiment dans l'action, j'étais plus dans la compréhension. Voilà, on aime bien quand on est hypersensible, Consommation. voilà, on aime beaucoup lire, se renseigner, comprendre. Mais bon, au bout d'un moment, je me dis, bon, c'est bien, mais alors, je comprends qu'il faut s'aimer, qu'il faut être bienveillant avec soi-même, qu'il faut accueillir ses émotions, sortir de sa zone de confort. Ok, mais je fais comment? Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, je vais me former au coaching. Comme ça, je serai un peu plus dans l'action, j'aurai des outils concrets et je pourrai avancer. Donc à ce moment-là, quand je me suis formée au coaching, c'était pas du tout pour me lancer coach, c'était pour moi. Bon, par rapport au poste que j'occupais, c'était plutôt cohérent en plus. Donc voilà, donc j'ai fait cette formation chez Ericsson. J'ai adoré la formation. Et puis, du coup, après, j'ai commencé à... Donc, ça m'a beaucoup aidé déjà, moi, personnellement. Hein. J'ai beaucoup appris sur moi, j'ai pris confiance en moi. J'ai pu aussi comprendre, hein, voilà, aussi mon fonctionnement, mon hypersensibilité. Enfin, il y a pas mal de choses qui se sont débloquées suite à cette formation. Et puis, après, en fait, j'ai commencé un peu à accompagner, alors de façon très, très ponctuelle, à coacher des managers dans mon entreprise à l'époque. Et en fait, en le faisant, j'ai un peu une révélation. C'est-à-dire que je me rends compte que ça me donne de l'énergie, que ça me nourrit et que je retrouve plus trop ça dans mon job, en fait, ou très, très, très ponctuellement, quoi. Donc, du coup, bon, je dois quand même lever quelques freins, hein. Et puis, je finis quand même par prendre la décision de quitter mon job pour me lancer coach. Voilà un petit peu mon cheminement. OK, super. Puis quand tu dis, tu as commencé en quelle année? Je me suis formée au coaching, je crois, en 2000. J'ai commencé à me former en 2019. OK, super. Fait que tu as commencé à suivre des gens dans ton organisation, quoi, 2020 à peu près. Ouais, 2000, ouais, 2020. J'ai commencé en 2020, ouais. Ouais, ouais. Super, Mm. super. Puis là, ce que veut évoluer, tu sais, qu'est-ce que tu as remarqué comme nouvelle tendance depuis ces dernières années en termes de RH? Tu sais, qu'est-ce que tu vois comme changement majeur qui a un impact sur les gestionnaires des ressources humaines? Mm. Je sais pas si j'ai un recul assez suffisant. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup, en fait, les mêmes problématiques hein, qui restent. Enfin, je Hmm. trouve. C'est beaucoup de femmes RH en général qui, voilà, qui viennent hein, pour ce côté humain, qui viennent qui veulent devenir RH pour aider, pour le relationnel, l'humain, etc. Et qui souvent se retrouvent assez frustrées parce que la dimension accompagnement de l'autre est finalement assez peu présente parce que oui, on gère beaucoup de choses, on coordonne, on a aussi une part tâche administrative qui est assez importante. Et finalement, il y a parfois un écart qui se creuse entre ce qu'on imaginait et la réalité. Alors bien sûr, tout dépend aussi de l'entreprise dans laquelle on va travailler, hein, clairement. C'est-à-dire que si dans l'entreprise, la vision de la fonction RH est de justement gérer juste la dimension administrative et point, et que le bien-être, par exemple, des salariés, c'est pas une préoccupation de l'entreprise, en général, on va pas s'épanouir en tant qu'RH dans ces entreprises-là, clairement. Et puis bien sûr, il y a des entreprises pour lesquelles ça va être différent, et là, je pense qu'on peut vraiment s'épanouir, mais je pense que c'est vraiment en fait, l'entreprise dans laquelle on va travailler aussi est super importante. Ça va vraiment jouer sur notre épanouissement en tant qu'RH par rapport à enfin, entre guillemets, nos motivations pour travailler dans les RH, quoi. Mhm. OK. Puis, dans ton travail concret, comment
tu accompagnes les responsables de RH Mhm. à se dépasser, à s'adapter aux réalités que tu dis, bon, en fait, ça n'a pas vraiment changé. Il y a une disparité entre, il y a une différence entre les différents organismes. Il y en a qui sont plus bienveillants, on va dire, puis il y en a qui sont moins bienveillants. Donc, on va s'imaginer un scénario d'une personne qui travaille dans un milieu RH qui est très demandant, qui leur demande d'éteindre des feux, par exemple, pas trop accent sur le côté bien-être. Comment tu accompagnes ces personnes-là? Bah, en fait, ce qui va vraiment être important et ce que je fais dans mon programme, c'est justement déjà d'apprendre à se connaître, de se connecter un petit peu plus à soi, de prendre soin de soi et pas être que dirigé vers l'autre, à vouloir toujours s'occuper des autres et s'oublier. Et arriver finalement, via ce travail-là, à instaurer une espèce de distance aussi. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de RH qui ont tendance à se surinvestir aussi. Et puis à ne pas s'écouter. Et puis il y a pas mal de peurs aussi. Donc c'est aussi essayer d'identifier ces peurs et de les comprendre. Parce Hmm, que concrètement, l'idée c'est que si ces RH dans un environnement un peu, bah, on va dire un peu négatif, bah, l'idée c'est qu'elles arrivent entre guillemets à prendre la bonne décision pour elles. C'est-à-dire que si elles s'y retrouvent plus et qu'elles sentent que ça joue sur leur énergie, qu'elles s'épuisent, bah, c'est qu'elles arrivent à prendre la décision, par exemple, bah, de quitter ce job et de se dire, bah ouais, en fait, je peux trouver un autre job ailleurs dans lequel je m'épanouirai. Et mhm, ça, c'est pas forcément évident, en fait. Et c'est pour ça que c'est vraiment important, en fait, dans ces situations-là, de prendre confiance en soi. Et puis, ça passe aussi par le fait d'apprivoiser un peu son mental, surtout quand on est sensible, voire hypersensible, parce qu'en fait, plus on est sensible, plus notre mental est puissant et plus il génère de pensées. Donc c'est plein de pensées, puis beaucoup de pensées négatives, et on va avoir tendance justement à imaginer un petit peu tous les scénarios catastrophes qui pourraient arriver, et ce qui va bah, souvent bah, nous paralyser en fait dans bah, les choses qu'on a envie de faire pour nous, parce qu'il y a plein de peurs qui vont surgir. Voilà. Donc là, l'idée, c'est aussi bah, de les aider justement à reprendre un peu le contrôle par rapport à ce mental qui tourne beaucoup, alors que ça a aussi ses avantages. Euh, bah, d'arriver justement à prendre un peu de hauteur par rapport à toutes ces pensées, à réduire aussi ce flot de pensées et à prendre un petit peu de distance pour pouvoir se dire, bah, en fait, ces pensées, c'est pas la réalité, c'est pas la vérité. Est-ce qu'elle est vraiment cohérente, en fait, cette pensée-là, en fait? Est-ce que je pourrais pas finalement envisager une autre pensée? Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est que ce sont nos pensées qui génèrent nos émotions. Donc, si j'arrive à prendre de la distance par rapport à cette pensée, et que j'arrive à la modifier, je vais réussir à aussi, bah, du coup, modifier, entre guillemets, les émotions que je ressens. Alors, il ne s'agit pas de faire disparaître les émotions négatives parce qu'on est des êtres humains, hein, et donc c'est normal. Mais en tout cas, de se sentir moins impacté comme ça directement par nos pensées. De pas avoir cette impression comme ça d'être dans un espèce de brouillard de pensées négatives et de plus rien voir et plus arriver à s'écouter en fait. Parce qu'en fait, on est vraiment envahi par ces pensées. ok. Puis, tu vois, c'est sûr que les pratiques professionnelles sont un peu différentes du Canada Mm. à l'Europe, mais ce que je voudrais savoir, tu sais, il y a quand même des similarités. Ce que je veux savoir, c'est que, tu sais, moi, j'ai été formée en psychologie, en travail social, etc. Mhm. J'essaie de voir la différence que tu vois entre un accompagnement psychologique, en fait, et vraiment plus ton coaching qui est professionnel. Donc, ça, tu nous as parlé de l'aspect très psychologique, émotionnel, gestion du stress, des émotions, etc. Et est-ce qu'il y a une section qui est très professionnelle, donc guider la personne ou non? Juste me clarifier dans ces aspects-là. Pour Alors, les personnes sensibles encore. ouais. La différence, entre guillemets, entre un psychologue et un coach, déjà, c'est Mhm. la formation. Déjà, on va commencer par ça, hein. C'est pas la même formation. Et puis, en fait, le coaching, on va être sur quelque chose, en général, sur un accompagnement plus court, avec un objectif, on va dire, assez clair. Et on est plutôt orienté solution, avenir, futur.
entre guillemets, si je dois synthétiser, hein. Par exemple, quelque chose que je vais pas faire et que le psychologue va faire, le ou la psychologue, ça va être bah, creuser par rapport à, je sais pas moi, au passé, des choses à travailler, des blessures, je sais pas moi, ça peut être lié à l'enfance, etc. Ça, clairement, c'est pas mon job. Ça, je le fais pas. Moi, je vais être plutôt dans bah, l'accompagnement, les aider à atteindre leurs objectifs. Essayer de faire émerger déjà ce qu'il y a au fond d'elles, ce qu'elles ont vraiment envie, ce qui est vraiment important pour elles. Mm. On va dire que c'est un peu ça la différence. Et souvent, bah voilà, quand on est accompagné par un psychologue ou une psychologue, bah ouais, on va être sur une thérapie un peu plus longue, voilà. Et puis enfin, il y a pas forcément un objectif très précis. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais euh, c'est un peu différent, je pense, par rapport à ça. Même s'il y a des Très, choses très hein, différent. qui se, qui s'imbriquent. D'ailleurs, il y a pas mal maintenant de psychologues qui se forment aussi au coaching, hein, qui vont utiliser finalement le T'as coaching raison, aussi comme hein. un outil supplémentaire. Donc voilà, ça peut être complémentaire. Et s'il y a un autre point aussi qui est important, par exemple, en tant que coach, je ne vais pas accompagner des personnes sur des addictions, sur une dépression. Voilà, il y a des choses, c'est pas mon domaine de compétences, clairement. Ah, je suis vraiment contente de cette clarification-là. Merci Mm, beaucoup. C'est beaucoup plus clair et puis c'est même plus palpitant, je trouve. Parce on veut vraiment amener quelqu'un à son idéal mm, professionnel, par exemple. Puis ouais, c'est ça, c'est moins flou parce que c'est plus court, c'est plus direct. mm, On sait dès le départ, ben, en guillemets, dès le départ, c'est sûr qu'on évolue, mais mm, on sait ce qu'on veut atteindre, puis on s'arme, on s'équipe pour le ouais. réaliser. OK? Toi, tu On, fournis ces outils-là. on est plus dans l'action aussi, c'est-à-dire Mhm. qu'on va aussi, c'est pour ça, il y a la référence un peu au coaching, c'est ça, c'est un peu arriver aussi à aider, entre guillemets, bah, nos clients, nos clientes à mettre en place des actions qui vont les aider à atteindre leurs objectifs. Il y a ça aussi. Alors je ne dis pas que les psychologues ne peuvent pas le faire, hein, ils peuvent le faire aussi, mais ça peut être, entre guillemets, d'explorer plutôt certaines choses, hein, donc, et par l'échange, hein, alors après, je ne suis pas psychologue, donc je ne connais pas tous les outils, etc. Je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, il y a moins, je pense, ce volet, vraiment mettre en place des actions que nous, on va vraiment retrouver en coaching. C'est pour ça que je dis c'est vraiment orienté solution, quoi, le coaching. Orienter solution, j'aime beaucoup ça. Ouais. Ouais. Et puis, dis-moi, dans ta pratique, comment tu accompagnes les RH hypersensibles et les RH en général, mais nous, on s'intéresse plus aux hypersensibles, à tu sais, développer des stratégies, par exemple, si tu peux nous donner des stratégies d'auto-soin, des gestions du temps, par exemple. Tu sais, on sait que l'hypersensible, elle peut être facilement déconcentrée Mm. parce qu'elle a tellement d'émotions, elle est partout, un peu partout. Est-ce que tu as tu sais, par exemple, une technique de gestion de temps, puis une technique d'auto-soin, par exemple? Bah, en fait, on va peut-être lier les deux. Si on prend l'exemple voilà, justement de cette sensation-là où on se sent débordé, sous l'eau, et parfois le stress est tellement important que ça nous paralyse. Et du coup, plus on a entre guillemets de travail, et parfois moins on avance, on travaille bien. Bah, par exemple, avant de parler en termes entre mes techniques de gestion du temps, je pense que déjà la première chose à faire quand on est dans cette situation-là, c'est justement d'arriver à apaiser notre mental. Parce que ça joue clairement sur notre charge mentale et puis le stress qui va faire qu'on va entre guillemets, se sentir paralysé. Et d'ailleurs, on va en général procrastiner davantage quand on est dans cette sensation comme ça de stress fort. Donc là, bah, il y a un outil, par exemple, qui fonctionne très bien et qui va aider, d'ailleurs, j'ai envie de dire, de façon générale, d'ailleurs, les hypersensibles, c'est la méditation. Parce que justement, méditer, ça va vraiment permettre d'apaiser notre mental, de réduire un peu ce flot de pensée et toutes ces pensées, hein. J'évoquais tout à l'heure les pensées négatives. Et c'est clairement ça qu'on va avoir quand on va se retrouver dans cette situation-là, de se sentir débordé sous l'eau, de ne pas savoir par quoi commencer. Et on va avoir toutes les pensées négatives qui vont arriver. Oui, qu'est-ce qui va se passer si tu n'avances pas voilà. Et en attendant, on est là et on n'avance pas tellement, quoi. Donc la priorité pour moi, c'est vraiment ça. C'est déjà apaiser ton mental. Donc ça peut être par la méditation, ça peut être la cohérence cardiaque aussi, hein. Donc les exercices de respiration aussi, ça peut aider. Mais là, l'idée, voilà, c'est de
apaiser son mental, réduire un peu toutes ses pensées et prendre de la distance, en fait, par rapport à ses pensées. Et puis ensuite, une fois que notre mental est apaisé, comme ça, qu'on est un peu plus calme, bah là, on se pose. On se pose et puis on se dit, bon, bah voilà, en gros, quelles sont toutes les tâches que j'ai à faire, les missions. Là, l'idée, c'est vraiment de tout lister. Et puis, bah, à chaque fois, pour chaque tâche, chaque activité qu'on doit faire, bah, c'est se poser la question, bah, c'est pour quand? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est urgent? Alors, je ne vais pas faire une... Parce qu'on pourrait en parler pendant... Voilà. Et puis, c'est pas ma spécialité, la gestion du temps, clairement. Mais en tout cas, ce côté-là, urgent, important. Et puis, bah, derrière, de planifier. Alors, attention aussi, quand on planifie, et qui peut, d'ailleurs, ce qui peut d'abord parfois générer un peu de procrastination, c'est qu'on va mettre, par exemple, bah, tiens, je vais me caler 1 heure et je vais mettre travailler sur le dossier X. OK. Bon, finalement, on va pas travailler dessus parce que le dossier X, bah, peut-être qu'il nous paraît, ça nous paraît peut-être une montagne parce qu'on ne sait pas par quoi commencer, on ne sait pas quoi faire, etc. Et du coup, bah, vu que notre mental, en fait, n'aime pas les émotions négatives, lui, il veut que du plaisir ou de la satisfaction rapide. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on va être dans cet état-là? Il va nous dire, oh, mais c'est bon, Stéphanie, tu vas plutôt répondre à ce petit mail-là. Ça ne prendra pas trop longtemps. Hein. Puis le dossier X, on verra ça plus tard. Et voilà. Et ça, voilà, on se retrouve tous là-dedans. Hein. On le fait toutes. Donc, du coup, quand on planifie, ce qu'il faut essayer de faire quand on a un dossier comme ça, quelque chose d'un peu qui nous paraît un peu complexe ou long, hein, bah, ça va être de découper, entre guillemets, notre dossier en petites actions. Enfin, je sais pas. Et il faut pas hésiter à mettre des actions qui nous paraissent peut-être pas beaucoup, mais ça peut être envoyer un mail, passer un coup de fil, chercher une information, etc. Mais en tout cas, on liste toutes ces tâches et on les planifie. Et ce qui va se passer, c'est que bah, concrètement, déjà, le fait d'avoir tout calé, tout planifié. Alors l'idée, c'est pas de, bien sûr, hein, c'est pas de remplir son agenda le blindé, parce qu'après, il y a les imprévus, donc voilà. Mais en tout cas, de planifier un peu toutes ces actions, tout ce qu'on va avoir à faire, déjà, on va se libérer en termes de charge mentale. Déjà, on va dire, bon, c'est bon, tout est calé, je sais, voilà exactement ce que j'ai à faire quand. Et pourquoi on va moins procrastiner? Parce qu'on va savoir, par exemple, que demain, bah, j'ai un coup de fil à passer. Voilà, je sais pas, je dois appeler Jean-Michel demain pour lui parler de ce sujet-là, pour avoir telle info, j'en sais rien. Du coup, mon mental, j'ai pas, là, à ce moment-là, j'ai pas de questions. Qu'est-ce que je dois faire, comment, etc. Voilà. Je sais que ça va être rapide et je sais exactement ce que je dois faire. Donc, je vais moins procrastiner aussi. Et puis finalement, je vais avancer progressivement et je vais me sentir moins stressée aussi, surtout. C'est génial. Génial. Simple, mais tellement puissant. Oui. Ouais. Puis, j'ai une question qui me vient. Comment une gestionnaire des RH qui est hypersensible et pour qui c'est important d'avoir une approche empathique peut en même temps développer des stratégies pour se faire respecter. Tu sais, celle qui doute de pouvoir être efficace dans son rôle de gestionnaire en ayant comment elle peut jumeler ça à sa pratique, sa sensibilité, son hypersensibilité et être performante, être certaine qu'elle peut être performante. Alors pour moi, entre guillemets, l'empathie et bah, le fait de se faire respecter, c'est pas forcément quelque chose qui doit s'opposer. Hein. On peut avoir beaucoup d'empathie et en même temps arriver à se faire respecter, à savoir dire non parfois, par Mhm, exemple. C'est quelque chose qui peut être compliqué. En fait, l'empathie, c'est un vrai cadeau, hein, parce que ça nous permet en fait finalement de capter énormément d'informations qui va nous être très utile bah, dans la façon dont on va interagir, par exemple, avec bah, différentes personnes. Ça, Après, l'empathie, ça ne veut pas dire que ça doit être à notre détriment. Ça ne veut pas dire qu'on doit... L'empathie, c'est pas faire plaisir à tout le monde. C'est pas ça. Voilà. En fait, souvent, ce qui va nous empêcher, entre guillemets, bah, de nous faire respecter ou de dire non, par exemple, c'est la confiance en soi. C'est la peur du jugement, voilà, parce qu'on veut toujours, par exemple, faire plaisir, rendre service et que finalement, en fait, on n'est pas prioritaire. On passe après. Ben, nous, c'est pas grave. Mais on peut avoir plein d'empathie, mais par contre, bah oui, il faut travailler sur sa confiance en soi. Hein.
faut arriver à oser être soi-même. Et du coup, être soi-même, c'est aussi, à un moment donné, quand je pense non, je dis non. Après, on peut le faire avec les formes, hein, mais ça n'empêche pas l'autre. Mais en tout cas, voilà, dire non, c'est pas, comment dire, c'est pas contre l'autre, c'est pour soi. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, hein, il y a une expression qui dit, dire non, c'est se dire oui à soi. Je Hmm. trouve que c'est complètement ça. Ouais. Ouais. Ah, c'est super. Ben, en tout cas, Julie, je ne veux pas prendre plus de ton temps, mais je veux vraiment que les gens sachent où te trouver sur Mm. tes plateformes, ton site web. Peux-tu nous dire un peu? Alors, déjà, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, hein, facilement, Julie Souchard. Et puis après, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube. Hein. Donc, en fait, je pense que si vous tapez Julie Souchard, la coach des femmes RH, je pense que vous devriez trouver facilement. Et puis j'ai aussi un podcast qui s'appelle Être une femme RH. Et c'est pareil, hein, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez trouver facilement. Donc voilà. Après, il y a un lien vers mon offre. C'est pareil, vous la trouvez directement sur mon profil LinkedIn, par exemple, sous mon titre. Voilà. Quand vous cliquez sur prendre rendez-vous, vous avez mon offre et vous pouvez prendre aussi rendez-vous avec moi. Voilà. Merci énormément, Julie. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ces liens-là aussi Ouais. avec notre entrevue. Je te remercie énormément pour ces informations qui sont concrètes pour des hypersensibles. Je pense que ça peut leur permettre d'être plus ancrés, Mm. de profiter de leurs forces, de les utiliser et non de les voir comme des faiblesses. Mm. Merci, Julie. Merci beaucoup, Stéphanie. Hmm.